Quatrième journée d'explication du gouvernement à travers le pays, les causes de la cherté de la vie, les multiples réponses pour en amoindrir les effets, mobilisation et engagement résilient des citoyens partout observés. Et si la crise ne faisait que commencer, la cherté de la vie risque de s'aggraver encore avec l'annonce de l'Inde de bloquer ses exportations de blé. Les pays consommateurs comme le Bénin doivent se préparer au pire avec le blé. Est-ce un signe de résilience? Malgré la crise du quotidien, les Béninois transcendent et s'élèvent devant les œuvres de l'esprit exposées à la Marina. Un succès grandissant de jour en jour. Herman Amegan en témoigne. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le blé pourrait-il manquer complètement dans les pays dépendants comme le Bénin? Après la rareté imposée par la guerre russo-ukrainienne, l'Inde, deuxième plus gros producteur de blé au monde, décide d'en interdire les exportations. Une décision prise pour protéger la consommation locale face aux menaces sur les récoltes internes de cette année en Inde. Le G7 tire la sonnette d'alarme, alerte reprécisée ici dans ce sujet par Ola Rodrigue Babaguito. Face à l'inflation alimentaire née de la guerre en Ukraine, la solution devait venir de l'Inde et de son stock de céréales censé nourrir les pays dépendants des céréales russes et ukrainiennes. Hélas, c'était sans compter sur les effets du changement climatique. L'Inde annonce samedi interdire les exportations de blé face à la baisse de sa production, due notamment à des vagues extrêmes de chaleur. Selon les estimations, la canicule historique de mars a ravagé les épis indiens et devrait faire chuter la récolte de plus de 4% par rapport à l'année dernière. Le gouvernement indien garde donc ce blé pour la consommation intérieure. Il interdit toute nouvelle exportation privée, mais se réserve le droit d'en vendre à des pays qui sont dans un besoin essentiel. Le G7 s'alarme. Il voit une aggravation de la crise d'approvisionnement en céréales. Si tout le monde commence à imposer de telles restrictions à l'exportation ou même à fermer les marchés, cela ne fera qu'aggraver la crise et cela nuira aussi à l'Inde et à ses agriculteurs. Nous appelons l'Inde à prendre ses responsabilités en tant que pays membre du G20. L'Inde est le deuxième plus grand producteur de blé au monde après la Chine. En plus de la cherté actuelle des produits alimentaires, le Bénin pourrait-il tendre vers des jours plus inflationnistes? Cette décision de l'Inde fait suite à celle de l'Indonésie d'interdire l'exportation de l'huile de palme. Voilà qui doit nous inciter à des mesures de résilience pour une souveraineté alimentaire locale. Entre-temps, les effets induits par la crise du coronavirus et la guerre russo-ukrainienne se font toujours sentir sur le continent africain. Dans ce journal, nous faisons un tour dans quelques capitales africaines. C'est avec Jérôme Mouba. Tunateseka na vitu kila siku viko vinapanda. At the beginning of the year, this will sell for I think about 270 to 280. Then at the time we're having it like 310, 300. But presently, within a month, it left that level to about 600 and something plus now. And so many industry is on diesel. Trucks that bring in food stuff from the north to the south are running on diesel. Sukari, tuko na ngula saki ya sukari mu 43 inakuwa 60. Ba autorité baangalie vraiment tutakufa na njala.
of production, it has increased immensely. So they have to come together and also increase the price of bread by 40%. We are afraid that maybe we will all lose our jobs because the ones that are working at the bakery, they are not making a lot of like blade, and we are not selling a lot of them. Merci à Jérôme Humbo pour ce tour d'horizon des difficultés que vivent les consommateurs africains, les économies africaines du fait de cette crise russo-ukrainienne. Et voilà qui justifie également la tournée d'explication du gouvernement et de sensibilisation à la résilience. Voici le signal de cette tournée. Cherté de la vie et mesures d'atténuation prises au Bénin. Cette tournée gouvernementale démarrée jeudi dernier s'affirme de plus en plus pertinente au regard des besoins d'information des terroirs, souvent isolés des grands enjeux du monde et justement à cause de la conjoncture qui semble empirer aussi. Hier samedi, dans la Liborie, les populations de Kandi et de Segbanan sont sorties massivement pour écouter la délégation gouvernementale. Témoin, Gédéon Vegba, Michael Noatin. Les rumeurs et apporter la bonne information aux populations de la Liborie, c'est l'objectif poursuivi par la délégation conduite par le ministre Alassane Seydou. Une séance d'échange et de partage d'informations qui a reçu l'adhésion populaire à Kandi et Segbana. Nous accueillons le gouvernement à bras ouverts tel que vous le constatez. Il va falloir que de temps en temps, que cette sensibilisation, que cette mobilisation se fasse afin de pouvoir ramener la population au même niveau d'information. Tout le monde crie, tout est devenu cher, où allons-nous? On le dit même comme si c'est le gouvernement qui est responsable de cela. Nous essayons de dire ce que nous savons, mais le gouvernement peut mieux le dire. Et la population peut croire aux membres du gouvernement. Partout où la délégation est passée, le message est globalement le même, avec parfois des particularités en fonction des spécificités de chaque commune. Par rapport au ciment, le gouvernement a négocié avec les sociétés productrices de ciment pour que le prix du ciment ne flambe pas. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, la tonne de ciment est autour de 70-72 000 francs au niveau des usines. Par rapport aux produits pétroliers, à savoir le pétrole, l'essence, le gasoil, le gouvernement verse une subvention de 5 milliards par mois pour que les prix n'augmentent pas. Les prix des intrants aussi augmentent sur le marché international. Et qu'est-ce que le Bénin a fait? Le gouvernement a subventionné les intrants jusqu'à concurrence de 55 milliards. La délégation ministérielle repart satisfaite de sa mission avec comme pour espoir un relais de l'information auprès des populations à la base, notamment celles qui sont concentrées dans les arrondissements, quartiers et villages. Le gouvernement et son chef semblent avoir été bien inspirés pour cette initiative de tournée. Des membres de la délégation expriment d'ailleurs leur satisfaction face à la forte mobilisation des populations au niveau des communes parcourues. Propos recueillis par Gédéon Vegba et Michael Noatin. Cette tournée que le gouvernement a initiée est venue à point nommé. Elle est venue à point nommé dans la mesure où, depuis que notre délégation a commencé cette tournée dans le département de la Liborie, et à toutes les étapes, nous avons pu constater que les populations avaient soif d'informations. Les populations voulaient en savoir davantage dans la mesure où elles sont sorties massivement. Nous avons eu droit quand même à des participants venus de divers horizons professionnels. Les causes de cette cherté de la vie et de la hausse des prix, largement abordées
dans les différentes étapes que nous avons parcourues et les cibles qui ont été donc rencontrées. C'est des cibles qui sont constituées à la fois des têtes couronnées, des dignitaires religieux, des élus locaux, des groupements de femmes, des groupements de jeunes, et des ONG, les opérateurs économiques. Et la question de la cherté de la vie et la hausse d'un prix, c'est une question qui préoccupait presque tout le monde. Le message amené par donc, notre équipe a permis aux différentes cibles de comprendre les causes de cette cherté donc, de la vie. Nous avons été vraiment très surpris de voir la population sortir massivement. Donc ça veut dire que l'initiative du gouvernement qui est de se rapprocher des populations pour leur expliquer les phénomènes qui amènent cette cherté de la vie, je crois que c'est une belle initiative. De Malanville en passant par Karimama, aujourd'hui à Banikwara et à Gogounou, vous-même vous avez constaté que les populations sont fortement sorties et la mobilisation était grande. Les prix des produits de grande consommation, des intrants agricoles et la coexistence pacifique entre agriculteurs et éleveurs au menu des échanges intervenus hier samedi entre les populations de Perret et de Ndali mobilisées face à la délégation du gouvernement. Les échos avec Alexis Assoba et Abdoulaye Momoni Yakoubou. Suite aux communications des membres du gouvernement, les producteurs agricoles apprécient surtout la disponibilité des intrants dans le cadre de la nouvelle campagne. Autre satisfaction à Perret et à Ndali, les mesures sur la sortie du territoire des céréales. C'est d'abord capital. La deuxième chose qui m'a vraiment plu, c'est la subvention au niveau des produits pour que la vie soit moins chère à la population. Il y avait cette malcompréhension, qu'est-ce qui peut être à la base. Nous avons compris et dès que je vais sortir d'ici, je vais aussi faire de même auprès de mes copines, c'est-à-dire les autres femmes qui se plaignent comme moi. Le gouvernement a encore augmenté notre tonnage. Maintenant, la tonne sera vendue à 300 000. Nos besoins en termes d'intrants pour pouvoir assurer une bonne campagne agricole sont déjà assurés. Et nous avons profité pour appeler, disons, aux différents acteurs qu'au regard de ces efforts qui ont été faits pour maintenir à un prix vraiment très abordable et très concurrentiel. Le gouvernement a renoncé à la TVA sur les huiles, le riz, un certain nombre de produits qui sont de grande consommation pour que les populations se sentent à l'aise. Et on fait des contrôles aujourd'hui pour maîtriser les prix. Et nous avons laissé un numéro vert pour que les gens puissent appeler lorsqu'ils constatent que le prix appliqué par les commerçants est exagérément élevé. L'aménagement des pistes rurales et la coexistence pacifique entre agriculteurs et éleveurs font également objet des échanges avec ces acteurs dans les deux communes. Dans la Donga, des citoyens de Basila et de Kopargo, deux communes fortement agricoles, ont reçu la délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Reportage Edmond Humbo et Nogompati. Troisième étape de cette tournée gouvernementale, Basila. Ici, les mesures sociales liées à la pandémie du Covid-19 sont saluées. Beaucoup de nos artisans, des petites et moyennes entreprises ont reçu des transferts directs d'argent. Toujours dans la même période et jusqu'à maintenant, grâce au projet Access, 1022 ménages de notre commune bénéficient des transferts directs inconditionnels pour des montants allant jusqu'à près de 200 millions de francs. Ici, comme à Kopargo, en dehors de la cherté de la vie, la question de l'accessibilité aux intrants agricoles demeure une préoccupation majeure. Nous disposons de tracteurs neufs grâce à l'appui du gouvernement. Depuis quelques semaines, il pleut, mais les tracteurs sont immobilisés. Je voudrais demander au niveau des stations à essence que ces tracteurs soient prioritaires au même titre que les ambulances. En préparation de la campagne agricole qui vient, nous avons cherché à nous assurer de ce que les intrants agricoles sont disponibles pour les producteurs béninois à un prix raisonnable. L'État a dans ces conditions décidé
de mettre des subventions massives, un peu plus de 51 milliards de subventions qui ont été mises pour réduire substantiellement le prix des engrais sur le marché national. De sorte qu'aujourd'hui, c'est à 14 000 francs que vous devez acheter le sac d'engrais de 50 kg. Pour une meilleure jouissance des mesures d'atténuation prises par le gouvernement, la seule guerre qui vaille la peine d'être menée sans répit est celle contre les spéculateurs. On descend dans le zoo. La délégation conduite par le ministre Alain Noatin a déjà parcouru 5 communes en 3 jours. Selon un premier bilan fait par le ministre des Transports, l'initiative comble un besoin crucial. Hervé Rekhoumé s'est confié à Roland Tchanka et Kadnel Kapo. Nous avons commencé la tournée le jeudi par la commune de Djidja. Hier vendredi, nous avons fait dans la matinée Boïkon. Et l'après-midi, nous étions à Zanyanado. Ce matin, nous avons fait l'étape de Kové. Et maintenant, nous venons de finir l'étape d'Abomey. Alors, ça fait globalement 5 étapes. Et je puis vous dire qu'au cours de toutes ces étapes, nous avons noté l'intérêt des populations à cette tournée. Nous avons également noté que les populations nous ont tenu un langage de vérité. Nous-mêmes, nous leur avons tenu un langage de vérité. Nous avons démontré comment est-ce que depuis la crise sanitaire du Covid-19, en passant par la guerre en Ukraine, et puis ce contexte de sécurité, j'allais dire, parce que le mot insécurité ne me plaît pas beaucoup, dans notre sous-région, qui commence à descendre un peu vers chez nous. Comment est-ce que ça a un impact sur, disons, le monde agricole? Nous avons répondu aux questions, nous avons présenté toutes les mesures prises par le gouvernement. Nous leur avons montré que le gouvernement, en prenant les mesures, a atténué et les effets sur les populations. Durant toutes ces étapes, nous avons senti des populations plutôt reparties, rassurées. Des populations reparties, rassurées, dit le ministre Hervé Rekhoumé. Comment se sont passées les étapes de Kové et d'Abomey? Réponse dans le reportage qui va suivre. Nous sommes à l'entrée de la ville de Kové. Difficile de ne pas remarquer les étals de beignets installés aux abords de la voie principale. Les koulikoulis en langue locale, c'est une marque de fabrique ici à Kové. Mais depuis quelques mois, ce commerce peine à subsister face à la cherté de la vie. Une situation qui, selon les réseaux sociaux, est imputable au régime en place. Sauf que ce samedi, les populations ont décidé de s'abreuver à une autre source d'information, celle de l'État. La séance se tient à l'intérieur de la salle de réunion de l'hôtel de ville et à l'extérieur à travers des postes téléviseurs. Avec force, détail et dans une pédagogie bien huilée, l'équipe gouvernementale a présenté à l'assistance les différentes mesures qui ont été prises par l'exécutif au printemps de la crise sanitaire et celles mises en place ces derniers mois pour accompagner les populations face à la flambée des prix du gasoil, du gaz domestique et d'autres denrées de grande consommation. À Kové, les envoyés de Patrice Talon ont reçu du renfort avec l'arrivée du porte-parole du gouvernement. On a entendu tout à l'heure les efforts du gouvernement pour amoindrir la cherté de la vie, 80 milliards. Une cinquantaine de milliards pour le secteur agricole, donc environ 130 milliards. S'il n'y avait pas eu cette guerre, cette situation, les 130 milliards nous auraient permis déjà de commencer à augmenter les salaires depuis avril ou au plus tard depuis le mois de mai qui a commencé là. À Abomey, Alain Noatin et son équipe se sont prêtés au même exercice devant une population rassemblée à la Maison des Jeunes. Plus de 2 heures d'explications, ponctuées d'exemples et de témoignages. Un langage de vérité salué par les populations qui non seulement ont formulé des requêtes à l'endroit de leurs hôtes, mais ont promis de dénoncer avec le 113 certains commerçants véreux qui continuent de saboter les efforts du gouvernement.
À Komé et à Grand Popo, les populations rencontrées par la délégation gouvernementale sont visiblement soulagées de la démarche pédagogique du chef de l'État. Une bonne inspiration pour non seulement édifier les citoyens sur les ressorts de la crise, mais surtout pour induire des comportements et des décisions utiles pour s'adapter, voire surmonter la crise. C'est ce qui transpire du reportage de Jennifer Sativi et Yves Agoropassi. Nous qui sommes la population à la base, nous pensons que c'était les réformes qui était à la base de la cherté de la vie, ou bien le fait de nous dire que nous allons faire des factures normalisées, que c'était ça qui était à la base de la cherté de la vie. Mais aujourd'hui, nous avions compris tout ce qui était à la base de cette cherté de la vie, dont l'impact qu'a eu la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Effectivement, au marché, on ne vend plus. Les choses coûtent cher. L'huile qui était à 600, devenue à 1200. Brièvement, c'est 1500. Tout le monde crie, vraiment. Aujourd'hui, quand le président a envoyé ses chances pour nous écouter, nous avons pu déverser ce que nous avons au cœur. À la télé, on nous dit que ça coûte moins cher, que c'est à tel prix. Or, sur le marché, c'est autre chose. Aujourd'hui, ils ont touché des doigts et ils peuvent rendre compte. Ça a permis à la population de comprendre aujourd'hui que ce n'est pas seulement le Bénin, mais c'est une crise mondiale. Je suis satisfait et heureux de voir cette initiative se dérouler ici. Le gouvernement n'a pas manqué de poser des actions, de prendre des mesures pour régler tout ceci. Mais il se fait que c'est un gouvernement qui est à l'écoute, c'est un gouvernement qui observe le quotidien de ces populations et s'est rendu compte que malgré tout ce qui se fait, il y a toujours quelque chose à faire. On va dans Lomé. Hier, la ministre du Travail et de la Fonction publique et son équipe du département de Lomé ont échangé avec les populations d'Avrancourt et d'Adjara. Calvador Aronou et Nathalie Doris Olabi ont tendu l'oreille. Tout comme dans les autres communes parcourues, le chef de file de la délégation gouvernementale dans l'Ouémé a de long en large expliqué aux populations d'Avrancourt les causes de la crise économique qui secoue actuellement le pays, mais aussi les différentes mesures prises par le gouvernement pour soulager leurs peines. Étant des relais auprès de nos communautés, cette même activité de sensibilisation se poursuivra dans les arrondissements pour une large conscientisation sur les méfaits de la conjoncture et surtout sur les mesures d'atténuation prises au profit des paysans, des fonctionnaires, des artisans. Après Avrancourt, la délégation s'est ébranlée sur Adjara. Ici aussi, les membres de la délégation gouvernementale ont exposé à l'assistance les efforts du gouvernement pour soulager leurs peines. À la fin de la séance, quelques citoyens apprécient la démarche. J'ai beaucoup aimé cette séance d'échange. Avant, la population accusait à tort le gouvernement. Mais aujourd'hui, nous sommes armés, nous sommes informés, nous sommes outillés pour aller informer la base, les populations dans les zones reculées, de ce qui s'est fait, de l'effort que le gouvernement est en train de fournir. Je suis vraiment émue parce que ça va beaucoup nous aider à pouvoir clarifier cette situation auprès de nos confrères et sœurs qui ne maîtrisent pas ce pourquoi nous avons cette situation aujourd'hui au Bénin. Le chef de file de la délégation gouvernementale dans l'Ouémé a exhorté les populations à éviter d'exporter frauduleusement les produits vivriers du pays, mais aussi à revendre dans les pays voisins les intrants subventionnés. Et déjà 6 communes sur 9 parcourues par la délégation gouvernementale dans l'Ouémé. Le ministre de l'Énergie, Jean-Claude Oussou, fait ici une lecture à mi-parcours du périple. Nous avons fait déjà 6 communes sur les 9 prévues. Ce que je peux noter, c'est premièrement, il y a un enthousiasme de la population par rapport à cette initiative du gouvernement. J'ai senti que c'était un réel besoin. Le fait que nous soignons nous-mêmes sur le terrain pour expliquer aux uns aux autres tout ce que le gouvernement fait, je crois que ça donne une autre compréhension. Ça garantit, je dirais, la source de l'information pour nos concitoyens. Le deuxième aspect, c'est le fond de la question, c'est-à-dire quelles sont déjà les raisons de la cherté des prix, de l'inflation qu'on a constatée
mais surtout, toutes les mesures que le gouvernement met en œuvre, a déjà mis et va encore faire pour endiguer ou atténuer les souffrances pour nos concitoyens. Et ça, j'ai vu des oreilles très attentives, quel que soit l'endroit où on est passé. Et troisième chose que j'ai constatée, c'est que au-delà de l'explication que nous sommes venus faire sur les mesures gouvernementales pour endiguer ou atténuer les souffrances par rapport à la cherté des prix, c'est que les populations nous attendaient également sur concrètement que fait le gouvernement pour les communes, notamment à Dra aujourd'hui, tout ce qui est dans l'électricité, dans l'agriculture, dans le social, et j'en passe. Et je crois que cet aspect est aussi important que les mesures gouvernementales que nous sommes venus expliquer. Département du Plateau à présent. C'est dans la commune d'Ifani que les ministres Salimane Karimo et Jean-Michel Abimbola ont bouclé leur périple dans le Plateau. Au-delà des mesures prises pour atténuer les effets de la conjoncture, les populations sont sensibilisées à s'adapter et à préparer des réponses locales pour la souveraineté alimentaire. Firmin Bassao, prise Rombois. Du fait de sa promiscuité avec le Nigeria, Ifani, carrefour des 1000 merveilles, constitue un trait d'union entre le Bénin et le Nigeria. Une position géographique qui ne favorise guère la population de cette commune dans le contexte actuel de la crise économique. La cherté de la vie est bien ressentie ici. En effet, le Grand de l'Est, très peuplé, a besoin, pour subvenir aux besoins de sa population, des produits de première nécessité et d'autres produits manufacturés. Ce qui fait que les prix des produits sont très volatiles ici à Ifani. J'ai noté avec plaisir que nos populations ont pris conscience de l'enjeu. Au nombre de questions posées, il y a une qui nous a préoccupés essentiellement. Il y a des intervenants qui ont dit, mais aujourd'hui, on parle de la guerre, l'Ukraine et la Russie. Conséquence, cherté de la vie. Hier, on parlait de Covid. Conséquence, cherté de la vie. Mais que dit de demain? On ne sait même pas quand est-ce que la guerre va finir. Mais et si après cette guerre, et si après cette crise sanitaire, il y a d'autres crises, comment on fait? Et au nombre de propositions, nos populations nous ont suggéré que c'est d'abord elles-mêmes qui vont commencer par se prendre en charge. Revenir à nos valeurs, n'est-ce pas, traditionnelles en matière même d'alimentation, en matière d'habillement, en matière de soins de santé. Et ça nous a marqué positivement. Partout où la délégation gouvernementale est passée, les élus communaux promettent de jouer leur partition en relayant le message reçu au niveau de leurs communautés respectives. Véronique Toinfodé, Raphaël Akotayon et Ahmed Aguemon poursuivent leur battue dans le littoral. Pour leur deuxième étape, ils ont rencontré et sensibilisé les habitants des 1er et 3e arrondissements de Cotonou. Reportage. Habitant la première région du littoral, venant de l'Est, les populations des 1er et 4e arrondissements de Cotonou subissent également la réalité de la cherté des prix. Ici, beaucoup vont démontrer qu'ils sont suffisamment informés des causes de la situation et vont d'ailleurs avancer des pistes de solutions. Si nous commettons les, oui, il y a pour subventionner Kati, pour parler de Louémé, c'est une terre fertile. C'est la faute de qui? Les choses sont tombées sur nous. Après le Covid, on a encore la guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'accent est mis sur les récents abattements et exonérations fiscaux, de même que les subventions octroyées pour soutenir l'agriculture et agir sur les coûts des produits importés. La présence du directeur général de la douane s'est avérée convaincante. Être un bon citoyen, c'est payer les impôts et taxes. C'est un devoir. L'État s'active pour alléger la charge, ce qui explique les multiples réformes en cours. Il nous faut tous monter la garde pour voir. Certaines personnes aussi profitent du fait qu'il y a pénurie, ils augmentent les prix. Que beaucoup ne comprennent pas au fait. Donc il faut leur expliquer pourquoi la vie est chère en ce moment. Ceux qui sont venus ici sont nos porte-parole dans leur quartier et dans leurs arrondissements. La tournée va se poursuivre lundi, cette fois-ci du côté des 2e et 3e arrondissements de Cotonou pour le compte du département du littoral.
La tournée va se poursuivre. Parlons à présent politique avec Mouel Bénin, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Le parti dirigé par Jacques Ayadji prépare les législatives de 2023. Il veut faire le plein de voix et cela passe déjà par des réponses à des détracteurs sur le terrain. Mouel Bénin sera bel et bien de la partie en 2023, contrairement aux annonces des détracteurs. C'est Jacques Ayadji qui confirme cette annonce. Il était dans le département des collines et en tournée politique. Blaise Adampo pour Le Point. Mouel Bénin va aux élections de 2023. L'annonce de Jacques Ayadji aux militants du parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin de Savet. Et dans Wessé, Okeo et Glazoué, le discours du premier responsable du parti est le même. Donc si ce qu'ils disent là c'est vrai, ils n'ont qu'à aller à la télé vous dire ça. Il ne faut pas qu'ils se cachent pour vous dire ça. Ils n'ont qu'à aller à la télé. Mouel Bénin sera bel et bien aux élections de 2023. Dans ces localités du département des collines, il rassure et balise le terrain pour les législatives de 2023. Vous avez un parti comme Mouel Bénin qui existe dans tout le pays, qui aura des députés à Cotonou, des députés dans le Mono, des députés dans la Libérie, on en aura partout. C'est pourquoi les gens dans tous les départements disent « Ah, je vous invite au courage ». Le seul mot d'ordre que j'ai à vous donner, c'est de faire en sorte que 100% des députés des collines soient Mouel Bénin pour l'émancipation des collines. Sur le terrain, les préoccupations sont diverses pour les militants. Ils s'expriment et sont mieux édifiés à travers les réponses de Jacques Ayadji. Nous sommes en train de vous prendre comme le porte-parole de la jeunesse de Glazoué pour que demain, là, nous puissions avoir des gens aussi provenant de la commune qui puissent dire « Je suis Mouel ». Si vous avez un plan politique, Okeo est avec vous. C'est vous que nous voyons aujourd'hui. Et c'est avec vous que nous pouvons faire. Mais pour atteindre l'objectif Assemblée nationale pour Mouel Bénin, il faut des préalables. C'est de faire en sorte que le maximum des populations de Glazoué soient inscrits sur la liste électorale. Et ça commence par le RAVI. Nous œuvrons pour le changement de mentalité. Donc chacun, en ce qui le concerne, doit sensibiliser son entourage et la population. Les militants de Wessé, Glazoué, Savet et Okeo, convaincus, la délégation va mettre le cap sur un autre département dans les prochains jours. Parlons création d'emplois présents avec l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. À l'avant-garde du combat contre le chômage et le sous-emploi au Bénin, cette agence a initié un programme itinérant d'appui à la prévention du chômage par l'orientation. Un programme qui vise à sensibiliser les parents pour un changement de paradigme, notamment la fin de l'État-providence et la réussite par la conquête de compétences, de proactivité, voire de créativité. Le programme a été lancé à Porto Novo sous les yeux de William Aguiar et d'ailleurs sur Igor. Il faut rompre avec les vieilles pratiques en matière d'orientation des enfants pour s'adapter aux réalités du moment, des réalités qui exigent des géniteurs la prise en compte de certains facteurs déterminants pour l'insertion professionnelle de leurs enfants. À l'avant-garde de ce combat pour une orientation rigoureuse, objective et motivée des jeunes, l'Agence nationale pour l'emploi qui se donne pour mission la sensibilisation des parents. Les parents ont un grand rôle, une responsabilité importante dans le chômage que les jeunes vivent. Aujourd'hui, le marché du travail vise à recruter des talents et non des diplômés. Et pour être talentueux, il faut avoir fait une formation qui répond à ces aptitudes. Et donc, nous sommes ici pour attirer l'attention des parents sur le rôle qui doit être le leur. L'objectif est clair pour l'ANPE, mettre fin au chômage et au sous-emploi des jeunes d'aujourd'hui et de demain. Une responsabilité collective pour laquelle le gouvernement s'est engagé à travers projets et programmes. Il n'est plus un secret pour personne que le président Patrice Talon a mis au cœur de ses actions l'adéquation formation-emploi. Cette activité constitue une étape importante sur le chemin de l'innovation, de l'orientation, de la formation et du plein emploi. J'invite par conséquent
les jeunes, les parents à une prise de conscience collective. Ce programme d'appui à la prévention du chômage par l'orientation est une activité itinérante qui va se dérouler sur l'ensemble du territoire national. Et pour atteindre ces objectifs, l'ANPE entend mettre à contribution élus locaux et municipaux pour mieux impacter sa cible. Et les visites autour des œuvres royales exposées, majeures exposées à la Marina, s'enchaînent à titre individuel, en famille ou en groupe socio-professionnel. C'est au tour des magistrats et personnels de la Cour suprême de scruter les magnificences royales exposées à la Marina. Les œuvres contemporaines aussi, en dialogue et en prolongement avec la puissance créative originelle. Quelles délibérations nos magistrats font-ils de leur examen attentif des trésors artistiques? Ils sont deux porte-parole à se confier à Fifame Ataledji Okondé et à Daniel Ada. Nous avoisinons une centaine de personnes. L'effectif important qui nous accompagne tient du fait que l'événement est un événement national. Et quand vous voyez les œuvres qui sont ramenées d'ailleurs, ça me démontre que on est capable, quand on veut. On peut déplacer les montagnes. Nous tenons à dire à la fin de cette visite que nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits d'abord du gigantisme de ce qui est ramené et de l'effervescence au sein de notre peuple. Vous voyez, depuis que nous sommes arrivés ici, ça va, ça revient. Il y a une parfaite organisation et je tiens à saluer cela. Depuis l'entrée, malgré le grand nombre, ils arrivent à contenir. Et nous sommes arrivés, ça nous a fait plaisir. Et pour revenir en termes clairs, précis, en langue nationale, nous dirons simplement Adamachio. Adamachio, et que les autres œuvres qui restent nous reviennent. Nous remercions. Et à mesure que les jours s'égrènent, l'affluence devient de plus en plus vertigineuse. Herman Rodrigue-Améga et Daniel Ada ont vécu ce vertige magique à travers ce reportage. Les marches de l'escalier à peine visibles, remplacées par des visiteurs impatients mais déterminés. Une foule nombreuse, hétéroclite, venue de partout visiter les trésors royaux avant la fin de cette exposition temporaire, le 22 mai prochain. On a un engouement sans précédent. Ce matin, en effet, on a dû gérer plus de 2000 visiteurs sur une matinée. Ça n'a pas été simple. À l'intérieur, les groupes se succèdent. À l'extérieur du palais de la présidence, d'autres visiteurs qui attendent leur tour, comme Vivien, debout, depuis 1h30. Je peux dire que je suis venu à la rencontre de mes aïeux. Donc, je suis là avec tout quand même. Avec tout sous le soleil, je n'ai pas bu de l'eau, tout ça. Moi, je suis vraiment impatient quand même. Ailleurs, ça discute, ça papote. Le temps d'avoir enfin accès à ce musée improvisé, très célèbre ces temps-ci. C'est pour venir se ressourcer. Nous qui sommes nés récemment, on n'a pas vraiment eu le temps de connaître l'histoire de notre pays, de voir les objets royaux et autres. Non, c'est pour ça. Le mot d'ordre de ce jour qui a battu tous les records d'affluence, la patience. Quand ils viennent, qu'ils nous comprennent. Nous sommes vraiment là pour les accompagner, nous sommes là pour leur rendre l'expérience inédite, importante, mais nous les invitons surtout à beaucoup de patience, qui nous accompagnent. On est ensemble et on va leur permettre de vivre cette belle expérience. À mesure que les jours s'égrènent, l'affluence s'intensifie et plus que jamais, le palais de la Marina devient la maison du peuple. Écho
du web à présent. Depuis le début de cette semaine, l'image de la statue de l'Amazone qui attend d'être inaugurée sur le front de mer inonde les réseaux sociaux et alimente les discussions. Pendant ce temps, Google dévoile la nouvelle liste des langues africaines intégrées à sa plateforme. Les échos du web, c'est avec Stanislas Blincon et Fauzdine Olaonikbekou. À peine une partie du monument intitulé Amazone est dévoilée et les réseaux sociaux vibrent. D'une hauteur de 30 mètres environ, la statue vêtue de bronze brille autant sur le boulevard de la Marina que sur la toile. Formidable, vraiment un chef-d'œuvre. Félicitations au gouvernement du Bénin et à son chef, le président Patrice Talon. C'est bien de connaître son histoire et non d'attendre que cela soit compté par les autres. Confusion et opportunisme sont aussi au rendez-vous. Pour certains, la géante statue représente la reine Tassi Hangwe, une confusion qui a fait réagir le ministère de la Culture. Dans le cadre de la restructuration du produit touristique, le gouvernement du Bénin a porté son choix depuis 2019 sur l'Amazone comme identité visuelle de notre pays afin de se faire connaître sur le plan national, régional et international. Les plus habiles en affaires y trouvent un bon filon en lançant divers produits à l'effigie du monument le plus célèbre du moment au Bénin. Loin de cette image agitant la toile, Google Traduction brise un peu plus les barrières linguistiques. Le géant mondial de la technologie a intégré à sa plateforme Google Traduction 24 nouvelles langues parlées, dont 10 langues africaines. Parmi celles-ci figurent le bambara parlé au Mali, l'évé parlé au Ghana et au Togo et le créole parlé en Sierra Leone. Google ne compte pas se limiter à ces langues déjà traduites sur sa plateforme. La société a dédié la rubrique Translate Contribute aux communautés souhaitant que leur langue figure dans la prochaine mise à jour. La balle est désormais dans le camp des locuteurs qui se sentent oubliés. C'est avec ce tour sur le web que prend fin ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes qui ont contribué. Bonsoir chez vous.